Et si je te disais que la dernière opinion forte que tu as exprimée n'était pas vraiment la tienne? Que la colère que tu as ressentie hier soir en scrollant avait été calculée, planifiée, déclenchée à la milliseconde près? Aujourd'hui, nous ouvrons la boîte noire de la manipulation algorithmique. Installez-vous, tout commence maintenant. Nous sommes en 2009. Un ingénieur de Facebook appuie sur une touche. Il vient de lancer une petite expérience. Juste un bouton, un petit pouce levé. Personne, à ce moment-là, ne mesure ce qui vient de se passer. Ce bouton va devenir l'une des architectures de manipulation les plus puissantes jamais construites par l'humanité. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ton cerveau et où se trouve sa faille principale. Le cerveau humain a été conçu pour la savane africaine. Il cherche la récompense, il fuit la menace, il s'oriente vers ce qui bouge. Et surtout, il est incapable de résister à l'incertitude variable. C'est le même mécanisme qui rend la machine à sous addictive. Tu ne sais pas quand la récompense va tomber, alors tu continues. Tu scrolles, tu regardes, tu attends. Les ingénieurs de Silicon Valley ont un nom pour ça, la boucle dopaminergique. Ils n'ont pas découvert ce mécanisme par hasard. Ils l'ont étudié, ils l'ont appliqué, délibérément. En 2017, Sean Parker, premier président de Facebook, l'admet publiquement. Il déclare que l'objectif dès le départ était de consommer le maximum de temps et d'attention humaine possible. Et il ajoute « Dieu sait ce que ça fait au cerveau de nos enfants ». C'était l'un des fondateurs, qu'il avoue lui-même. Mais ce n'était que le début. En 2012, Facebook mène une expérience secrète sur 689 000 utilisateurs, sans leur consentement. Pendant une semaine, l'algorithme modifie les fils d'actualité de ces personnes. Pour certains, il n'affiche que des contenus positifs. Pour d'autres, uniquement des contenus négatifs. Résultat, les émotions des utilisateurs changent. Ceux exposés au négatif publient davantage de contenus négatifs. Ceux exposés au positif, l'inverse. Une émotion avait été transplantée, à distance, sans contact, sans mots prononcés, simplement par sélection de contenu. L'étude est publiée dans une revue scientifique en 2014. Elle provoque un scandale mondial. Facebook s'excuse, promet de ne plus recommencer. Mais la vraie question n'était pas « est-ce qu'il recommence ?» La vraie question était « si c'est possible sur 689 000 personnes pendant une semaine, que se passe-t-il sur 3 milliards de personnes, pendant 15 ans, en continu ?» Voici comment l'engrenage fonctionne, techniquement. Chaque fois que tu ouvres une application, un algorithme analyse des milliers de paramètres en quelques millisecondes. Ce que tu as regardé, combien de temps, ce qui a provoqué un arrêt dans ton scroll, ce qui t'a fait liker, commenter, partager ou juste regarder sans réagir. L'algorithme apprend, il modèle, il prédit et il découvre très vite une vérité fondamentale. Le contenu qui génère le plus d'engagement n'est pas le contenu qui te rend heureux, c'est le contenu qui te met en colère ou qui te fait peur. La colère génère 6 fois plus d'interactions que la joie, selon une étude de l'université de Beihang publiée en 2013, analysant 70 millions de tweets. Alors l'algorithme pousse la colère, pas parce qu'il veut te nuire, parce qu'il optimise pour l'engagement. Et la colère engage. Tu es la variable d'optimisation, pas le client. En 2021, une ancienne employée de Facebook prend le micro devant le Sénat américain. Frances Haugen a travaillé comme ingénieure au sein de l'équipe Intégrité civique de l'entreprise. Elle a eu accès à des documents internes, des études menées par Facebook sur ses propres utilisateurs. Ces documents révèlent que la plateforme sait. Elle sait que son algorithme amplifie les discours haineux. Elle sait qu'Instagram aggrave les troubles de l'image chez les adolescentes. Elle sait que ses propres modèles de recommandation poussent les utilisateurs vers des contenus de plus en plus extrêmes. Et elle a choisi de ne pas changer les paramètres, car tout changement vers moins de polarisation signifiait moins d'engagement, donc moins de revenus publicitaires. Le mécanisme est maintenant visible, brutal dans sa clarté. L'attention est la matière première, l'émotion est le moteur, et toi, tu es le produit. Mais l'algorithme ne s'arrête pas à tes émotions. Il attaque quelque chose de plus profond, ton identité. En psychologie sociale, il existe un phénomène appelé la chambre d'écho. Lorsqu'une personne est exposée en continu à des opinions qui confirment les siennes, elle développe une croyance que sa vision est la vérité universelle. Les points de vue contraires sont faux, choquants, dangereux. L'algorithme crée ces chambres d'écho industriellement. Il ne te montre pas le monde. Il te montre une version du monde calculée pour maximiser ton temps de présence sur la plateforme. Une version qui confirme tes biais, amplifie tes peurs,
solidifie tes certitudes. Et progressivement, tu deviens plus radical, plus certain, plus intolérant à la nuance. Une étude publiée dans Nature en 2023, portant sur 35 000 participants, conclut que les algorithmes des réseaux sociaux augmentent significativement l'exposition aux contenus idéologiquement similaires, créant une polarisation mesurable des attitudes politiques sur une période de seulement 3 mois. 3 mois. Maintenant, ajoute à ça une couche supplémentaire. Les données comportementales collectées ne servent pas seulement à te montrer du contenu, elles servent à te profiler, à prédire tes comportements futurs, à te catégoriser dans des segments, tes probabilités d'achat, ta sensibilité à certains messages politiques, ton niveau d'anxiété, ta solitude. Ces profils sont vendus ou loués à des annonceurs, des cabinets politiques, des gouvernements. En 2016, une société britannique du nom de Cambridge Analytica accède aux données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook via une faille dans les conditions d'utilisation. Ces données sont utilisées pour construire des profils psychologiques détaillés. Ces profils alimentent des campagnes de micro-ciblage politique lors des élections américaines et du référendum sur le Brexit. Des messages différents, pour des personnes différentes, en fonction de leurs peurs spécifiques, de leurs valeurs précises, de leurs points de rupture émotionnels identifiés. Ce n'était pas de la publicité, c'était de l'ingénierie comportementale à l'échelle d'une nation. Et aujourd'hui, les outils d'alors semblent primitifs comparés à ce qui existe maintenant. Les modèles d'intelligence artificielle actuels peuvent analyser non seulement ce que tu cliques, mais la façon dont tu déplaces ta souris sur un écran, la vitesse à laquelle tu lis certains mots, les micro-pauses dans ton scroll, le point exact où ton attention faiblit. Les systèmes de reconnaissance faciale, couplés aux caméras des smartphones, peuvent théoriquement analyser tes micro-expressions pendant que tu consommes du contenu et ajuster ce contenu en temps réel. Certaines plateformes utilisent déjà des systèmes de A/B testing émotionnel, des tests continus où différentes versions d'un même contenu sont proposées à différents segments pour maximiser la réaction émotionnelle. Ce n'est plus de l'algorithme, c'est du conditionnement. Et la plupart des gens qui le vivent en ce moment, au moment où tu regardes cette vidéo, n'en savent rien. Alors, que faire ? La réponse facile est « quitte les réseaux sociaux », mais ce n'est pas une réponse réaliste pour la plupart d'entre nous. La vraie réponse est plus nuancée, et elle commence par une chose, la conscience. Savoir que lorsque tu ressens une colère soudaine en scrollant, ce n'est peut-être pas une réaction naturelle, c'est peut-être une réaction produite. Savoir que le contenu qui te semble évident, universel, incontestable, a peut-être été sélectionné précisément parce qu'il correspond à ce que l'algorithme sait que tu veux entendre. Poser la question « est-ce que je pense cela ?» ou « est-ce que l'algorithme m'a conduit à penser cela ?» Ce n'est pas une question simple et ce n'est pas une question confortable. Mais c'est peut-être la question la plus importante de notre époque. En 1971, le philosophe Ivan Illich écrivait que les outils conviviaux sont ceux qui servent l'homme et les outils contre-productifs sont ceux qui finissent par le dominer. Les réseaux sociaux ont commencé comme des outils de connexion. Ils sont devenus des outils d'extraction. D'extraction de ton attention, de ton temps, de tes émotions, de ton jugement. Et la question n'est pas qui manipule. La question est comment rester libre dans un monde où l'infrastructure même de l'information a été conçue pour restreindre cette liberté. La réponse existe, elle s'appelle la conscience critique. Elle s'appelle la lenteur choisie, elle s'appelle la déconnexion volontaire, pas permanente, mais régulière. Elle s'appelle aussi regarder des vidéos comme celle-ci et partager ce que tu as appris. Parce que la manipulation ne survit pas à la lumière.